Le creux axillaire, il représente l'ensemble des parties molles qui sont situées entre l'articulation scapulo-humérale et la paroi thoracique. Il constitue non seulement le lieu de passage des éléments nobles vasculo-nerveux, mais aussi il assure le drainage lymphatique des régions adjacentes. L'étude anatomique du creux axillaire revêt plusieurs intérêts. Anatomique, l'importance du pédicule vasculo-nerveux qui est un principal îlot vasculaire du membre supérieur. Cliniquement, il est accessible cliniquement par la palpation du pouls axillaire et d'adénopathie axillaire. En paraclinique, l'accessibilité des vaisseaux axillaires facilite la réalisation d'artériographie en cas de contre-indication à la voie fémorale. En pathologie, il y a le risque de lésion du plexus brachial lors des luxations antéro-internes de l'épaule. Chirurgicale, la connaissance des chaînes ganglionnaires présente un intérêt capital dans la chirurgie carcinologique du En anatomie descriptive, la situation du creux axillaire, c'est une zone de transition entre le membre supérieur et le tronc. Il est situé au-dessous de la clavicule, en avant de la région scapulaire et en dedans de l'articulation scapulo-humérale et la région deltoïdienne, et en dehors de la paroi antérolatérale du thorax. Il a la forme d'une pyramide qui est quadrangulaire, à sommet tronqué, qui comporte une paroi postérieure, une paroi antérieure, une paroi interne, une paroi externe, un sommet et une base. Il est limité en haut par le 1/3 externe de la clavicule, en bas par le bord inférieur du muscle grand pectoral, qui est la base de l'aisselle. En bas, c'est le bord inférieur du muscle grand pectoral, qui est la base de l'aisselle. En dedans, par la paroi antérolatérale du thorax. En dehors, par l'humérus et par l'articulation scapulo-humérale. En arrière, par la région scapulo-humérale et la scapula. Et en haut par le 1/3 externe de la clavicule, en bas par le bord inférieur du muscle grand pectoral, en dedans par la paroi antérolatérale du thorax, en dehors par l'humérus et l'articulation scapulo-humérale et en arrière par la région scapulo-humérale et la scapula. Passer aux parois du creux axillaire, la paroi antérieure, paroi postérieure, paroi interne, paroi externe, le sommet et la base. On commence par la paroi antérieure. La paroi antérieure, elle est purement musculo-aponévrotique. C'est la plus complexe, la plus importante. Elle est située sous le 1/3 externe de la clavicule. Elle présente deux plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond, il est constitué par deux muscles. Le muscle sous-clavier, qu'on voit juste ici, et le muscle petit pectoral. Tous les deux, ils forment en s'écartant le fascia clavicoraco-axillaire. Donc le muscle sous-clavier, c'est un muscle qui est cylindrique, court. Il prend origine au niveau de la gouttière du sous-clavier, au niveau de la face inférieure du 1/3 externe de la clavicule. On vient de le dire, origine du muscle sous-clavier, c'est la gouttière sous-clavière au niveau de la face inférieure du 1/3 externe de la clavicule et il va se terminer au niveau de la face supérieure du premier cartilage costal. Alors son action, c'est abaisseur de la clavicule et du moignon de l'épaule. Il est vascularisé par des artérioles de l'artère axillaire et de la sous-scapulaire et innervé par le nerf sous-clavier. Vient le muscle sous-pectoral, qui est un muscle triangulaire, aplati. Il prend origine au niveau de la pointe de l'apophyse coracoïde et il se termine par 3 digitations sur l'extrémité antérieure de la 3e à la 5e côte.
Il est vascularisé par des rameaux de la face antérieure de l'artère axillaire et innervé par le nerf du petit pectoral. Son action, abaisseur du moignon de l'épaule. Du point de palpation du muscle petit pectoral. Les muscles petit pectoral et sous-clavier, ils forment en s'écartant entre le triangle clavipectoral le fascia clavicoraco-axillaire. Le fascia clavicoraco-axillaire qui présent en haut, il est fixé sur les bords antérieurs et postérieurs de la face inférieure de la clavicule. Elle engaine le muscle sous-clavier avant de former la ponévrose clavicoraco-axillaire proprement dite qui ferme l'espace clavipectoral. En bas, elle engaine le muscle petit pectoral avant de former le ligament suspenseur de l'aisselle. En dedans, elle se perd sur la face antérieure de la clavicule et en dehors, elle fusionne avec la ponévrose coraco-brachiale. Superficiel, il est constitué par deux muscles, le muscle grand pectoral et le muscle deltoïde. Le muscle grand pectoral, c'est un volumineux muscle qui est triangulaire et aplati. Prend origine, il a trois chefs, le chef claviculaire, le chef sternocostal supérieur et le chef sternocostal inférieur. Donc l'origine du chef claviculaire, elle s'insère sur les deux tiers internes de la clavicule. Le chef sternocostal supérieur, il s'insère sur la face antérieure du manubrium sternal et des deux premiers cartilages costaux, et le chef inférieur, sternocostal inférieur, il s'insère au niveau de la face antérieure du sternum, du troisième au sixième cartilage costal, de la partie osseuse de la septième côte et la gaine du grand droit. La terminaison, il se termine par trois vaisseaux. Les trois vaisseaux, ils se terminent en deux vaisseaux qui s'insèrent à la face profonde du sillon intertuberculaire et sur la partie antérolatérale du tubercule majeur. Son accent, il est adducteur du bras, vascularisé par la branche thoracique de l'artère acromiothoracique et par la branche perforante de l'artère mammaire interne. Voilà, et il est innervé par les nerfs supérieurs et inférieurs du grand pectoral. Deltoïde, il est séparé du grand pectoral par le sillon deltopectoral, engainé par un fascia qui comporte deux feuillets antérieurs et postérieurs. De ce fascia se détache une lame fibreuse transversale, le fascia inférieur de la fosse axillaire. Le bord inférieur du grand pectoral est un excellent repère d'anatomie de surface. En ce qui concerne la paroi postérieure, c'est une paroi qui est fenêtrée, qui fait communiquer le creux axillaire avec la région scapulaire postérieure et la région brachiale. Elle comporte un plan osseux et un plan musculaire. Le plan osseux, il est formé par la face antérieure de l'omoplate et la fosse sous-scapulaire entièrement recouverte par le plan musculaire. En ce qui concerne le plan musculaire, il y a le muscle sous-scapulaire, qui est large, qui est épais et qui est de forme triangulaire. Prend origine au niveau de la face antérieure du bord spinal de l'omoplate, au niveau de la face antérieure du bord axillaire de l'omoplate et au niveau de la crête transversale de la fosse sous-scapulaire dans les gouttières qui les séparent. Elle va se terminer par un tendon qui est aplati, qui est inséré sur la face antérieure du tubercule mineur. Son accent, c'est la rotation interne de l'humérus, vascularisée par l'artère sous-scapulaire et innervée par le nerf sous-scapulaire supérieur et inférieur. Voilà. Ensuite, il y a le muscle grand rang. Le muscle grand rang, c'est un muscle qui est épais, allongé, quadrangulaire, prend origine au niveau de l'angle inférieur de l'omoplate et au niveau de la fosse sous-épineuse près du bord axillaire. Elle se termine par un tendon aplati sur la lèvre interne du sillon intertuberculaire. Son action adducteur s'il prend le point fixe sur l'omoplate et élévateur de l'omoplate s'il prend point fixe sur l'humérus. Il est vascularisé par une branche de l'artère sous-scapulaire et innervé par le nerf du grand rang.
On retrouve aussi au niveau de la paroi postérieure le muscle grand dorsal, qui n'appartient à la région que par son tendon terminal. Prend origine au niveau des apophyses épineuses des 7 dernières vertèbres dorsales, des apophyses épineuses plutôt des vertèbres lombaires, au niveau de la crête sacrée et au niveau de la face postérieure de la crête iliaque. Il va se terminer par un tendon aplati au niveau de la lèvre interne du sillon intertuberculaire en avant du grand rond. Son accent, il est adducteur du membre supérieur et il est innervé par le nerf du grand dorsal et vascularisé par une branche volumineuse de l'artère scapulaire. Donc entre ces muscles, il est défini l'espace interscapulo-huméral qui est subdivisé en deux parties, le quadrilatère huméro-tricipital et le triangle scapulo-tricipital. Le quadrilatère huméro-tricipital, il laisse passer l'artère circonflexe postérieure et le nerf axillaire. Le triangle scapulo-tricipital, il laisse passer le rameau postérieur de l'artère scapulaire inférieure. Le nerf axillaire innervant le muscle deltoïde, qui est normalement ici, il est situé immédiatement sous l'articulation scapulo-humérale, d'où le risque de paralysie lors des luxations antéro-internes de l'épaule. La paroi interne elle présente un plan profond et un plan musculaire. Le plan profond, il est formé par la partie latérale de la cage thoracique, correspondant aux 5 premières côtes et aux 4 premiers espaces intercostaux. Entre les insertions antérieures des muscles pectoraux en avant, la zone de contact entre l'omoplate et le thorax, et l'horizontale passant par le bord inférieur du muscle grand pectoral. Ce plan costo-intercostal, il sépare le creux axillaire du fascia endothoracique de la plèvre et du poumon. Ainsi, les plaies de l'aisselle, ils sont presque toujours, considérées comme des plaies thoraciques. Ce rapport explique aussi que les exsufflations des pneumothorax se font au niveau du creux axillaire. Quant au plan musculaire, donc il y a le muscle grand dentelé. Le muscle grand dentelé qui est le principal constituant de la paroi interne. C'est un muscle qui est large, qui est aplati, sur lequel chemine l'artère mammaire externe et le nerf du grand dentelé, nerf du grand rond et les artères petites thoraciques. Quant à la paroi externe, elle est très étroite. Elle est réduite à un simple bord, surtout à sa partie supérieure. Elle est constituée également d'un plan osseux et d'un plan musculaire. Pour le plan ostéo-articulaire, il correspond à la face inféro-interne de la tête humérale et le col chirurgical de l'apophyse coracoïde, capsule et ligaments scapulo-huméraux. Pour le plan musculaire, il est constitué par le court chef du biceps brachial qui s'insère sur l'apophyse coracoïde, passe dans le sillon intertuberculaire avant de rejoindre rapidement les fibres du chef long du biceps brachial. Et il est constitué aussi par le muscle coracobrachial, qui prend origine au niveau de l'apophyse coracoïde en dehors du biceps et il se termine au niveau du 1/3 supérieur de la face interne de la diaphyse humérale. Son action, il élève le bras, le porte en dedans, en avant et vascularisé par les collatérales de l'artère axillaire. Comme vous voyez ici, ça c'est l'artère axillaire et il est innervé par le nerf musculo-cutané. Quant à la paroi inférieure ou bien la base, elle est purement aponévrotique et cutanée, comme on le remarque ici. Donc, elle est de forme variable selon la position du bras. Elle correspond en anatomie de surface à la zone cutanée plus ou moins excavée qui forme le creux de l'aisselle. Elle est constituée par une lame aponévrotique quadrilatère, c'est l'aponévrose inférieure du creux axillaire, un tissu cellulaire sous-cutané qui est très dense, qui contient de nombreuses glandes sudoripares, et la peau qui est souple, pigmentée, qui est normalement revêtue de poils. Ensuite, il y a le sommet.
Le sommet, il est traversé par le paquet vasculo-nerveux axillaire. Donc cet orifice constitue un véritable îlot vasculaire et il fait communiquer le creux axillaire avec la région susclaviculaire, comme vous le remarquez ici. Alors il est limité en bas par la face supérieure de la première côte, en haut par la clavicule et le muscle sous-scapulaire, en dehors par la saillie de l'apophyse coracoïde et les ligaments coraco-claviculaires, et en dedans par l'angle qui est formé par le muscle sous-clavier et la première côte. Maintenant, on va essayer de parler des rapports du creux axillaire. Il faut savoir qu'il est en rapport en haut et en dedans avec la région qui est sus-claviculaire, en arrière avec la région scapulaire, en dedans avec les espaces intercostaux, en dehors avec l'articulation scapulo-humérale et en bas avec les loges brachiales antérieures et postérieures. On va dire que le creux axillaire, c'est une région qui est complexe par ses branches vasculo-nerveuses, anastomosées. Elle est très importante, aussi bien en pathologie vasculaire qu'en pathologie carcinologique, en matière de cancer du sein, par exemple. C'est une région qui est d'abord chirurgicale, délicate, vu les contacts intimes avec les éléments vasculo-nerveux. Les voies d'abord qui sont les plus utilisées, c'est la voie antérieure par le sillon deltopectoral pour les régions du plexus brachial, la voie postérieure pour la transplantation musculaire, et il y a aussi la voie basse avec le membre supérieur en abduction à 90 degrés.